Bon, on va continuer notre après-midi avec Karine Babuzio, qui est astronome de métier et astronome en titre. Vous savez que c'est un titre d'être astronome comme on est directeur de recherche. Elle travaille à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Et son sujet d'étude, donc, c'est la Voie lactée, notre galaxie. Elle a pour sa disposition maintenant les résultats les plus précis jamais réalisés sur les distances, les positions, la luminosité de 1,5 milliard d'étoiles effectuées par le satellite astrométrique européen Gaïa. Et donc, la Voie lactée vue par Gaïa, c'est le sujet de sa conférence aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous d'être ici pour m'écouter parler de la mission Gaïa sur laquelle je travaille depuis plus de 20 ans et qui est en train de donner ses premiers résultats que je vais vous présenter ici et avec beaucoup d'autres à venir. Donc Gaïa, le cœur de sa mission, c'est la compréhension de notre galaxie, la Voie lactée. Donc la Voie lactée qu'on voit dans le ciel comme ce grand ruban d'étoiles qui a donné son nom à cette galaxie, qu'on voit comme ça parce qu'on est dedans, dans le disque de la galaxie. Mais c'est parce qu'on est dedans qu'on ne sait pas exactement à quoi elle ressemblerait si on pouvait la voir de l'extérieur. Alors, on sait que donc, c'est une galaxie qui a un disque où il y a la plupart du gaz et des étoiles, avec un bulbe au centre très dense. Donc, là, ce qui fait la partie un peu sombre ici, là, c'est de la poussière. Et tout autour, un halo sphérique avec des gros points lumineux qui sont ce qu'on appelle des amas globulaires. Si on la voit cette fois-ci du dessus, notre galaxie ressemble à quelque chose comme ça. On est au niveau d'un bras spiral, relativement loin du centre, mais pas non plus dans l'extrémité périphérique. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'en sait pas plus? Pourquoi est-ce que je ne peux pas vous montrer une vraie image de ce à quoi la galaxie pourrait ressembler? Parce qu'il y a une information cruciale qui nous manque, c'est la distance des étoiles. Donc, vous le savez, quand on regarde le ciel, on voit des constellations qui sont donc des images qu'on se fait, mais en fait, les différentes étoiles qui sont ensemble dans une constellation peuvent être à des distances très très différentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir comme ça si une étoile est peu brillante parce qu'elle est intrinsèquement peu lumineuse ou simplement parce qu'elle est très lumineuse mais très lointaine. Et donc c'est tout le but, ce qui fait vraiment la spécificité de la mission Gaïa, c'est ça, c'est d'aller chercher la distance des étoiles de façon directe. Pour avoir la distance des étoiles, on utilise ce qu'on appelle la parallaxe. Alors, la parallaxe, c'est ce qu'on utilise, nous, tous les jours, pour estimer la distance des objets. Si vous tendez le pouce devant vous, vous fermez un œil, fermez l'autre œil, votre pouce a changé de position par rapport au fond de la salle, donc de l'écran ici. Donc, c'est la même chose. Si on se déplace beaucoup, par exemple dans un TGV, on va se rendre compte, du coup, des objets qui bougent beaucoup devant, des objets qui bougent très peu derrière, et donc ça va nous donner tout de suite une indication de la distance à laquelle ils sont. Et bien on fait la même chose avec les étoiles. Vous allez me dire que du coup, pour mesurer ça avec des étoiles, il faut bouger beaucoup. Ben, ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on utilise le fait que la Terre est en train de tourner autour du Soleil en une année, et si on regarde une étoile proche par rapport à des étoiles lointaines, eh bien cette étoile, on va avoir l'impression qu'elle se déplace sur le ciel en une année, qu'elle fait un petit cercle sur le ciel, pendant que nous, on fait un grand cercle autour du Soleil. Et donc ce cercle, c'est en regardant le rayon de ce cercle, connaissant la distance entre la Terre et le Soleil, qu'on a directement, par de la trigonométrie, la distance entre nous et l'étoile. Et donc, c'est cette mesure qu'on fait, donc c'est la parallaxe, comme c'est des petits angles qui est directement relié à l'inverse de la distance. Et donc, on définit comme ça une unité de distance que je vais utiliser pendant tout le reste de cette conférence, qui est le parsec,
qui est définie comme étant donc, la distance d'une étoile si sa parallaxe, donc ce petit angle qu'on mesure, est de 1 seconde de degré, c'est-à-dire 1 degré divisé par 3600. Et donc, pour se rendre compte un petit peu, l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, est à 0,7 arcs secondes, donc 1,2 parsec. Et donc, on va parler beaucoup en astrométrie en milli-arcs secondes. Vraiment des angles tout petits. Et donc, ce qu'on va essayer de mesurer, c'est ça, c'est cet effet. Et donc, pour ça, il faut mesurer précisément la position des étoiles sur le ciel avec le temps. Mais il y a aussi autre chose qu'on mesure en même temps, c'est le mouvement des étoiles sur le ciel. Donc, elles ont un mouvement propre, donc elles se bougent sur le ciel. Et donc, c'est Edmond Halley qui découvre en 1718 les mouvements propres en comparant les positions des étoiles observées à son époque avec celles qui avaient été observées par Ptolémée. Et donc là, vous avez une illustration faite avec les données Gaïa de l'avenir de la constellation d'Orion. Vous avez pu voir un moment, mais elle est déjà partie, Bételgeuse, qui est justement partie sur les 450 000 prochaines années, avec des étoiles qui bougent en groupe, par ici par exemple, des étoiles qui vont assez vite, des étoiles qui sont tellement lointaines qu'elles ne bougent plus. Et donc voilà, c'est ça qu'on va aller mesurer avec la mission Gaïa. Donc concrètement, on mesure donc au fur et à mesure du temps les positions des étoiles les unes par rapport aux autres, et donc on a le double effet du mouvement propre et de la parallaxe, qui fait ce petit cercle, qui fait ce qu'on appelle le tire-bouchon astrométrique. Et donc, plus l'étoile est proche, plus le cercle, le tire-bouchon va être grand. Et puis, pour les étoiles les plus lointaines, il va être de plus en plus petit, et on n'aura plus que le mouvement propre. Et pour les étoiles vraiment très, très lointaines, il n'y a plus rien qui bouge. Et donc, la précision sur ces mesures d'angle a fait des bonds évidemment énormes dans l'histoire. Donc en partant de la Grèce antique où ils mesuraient les positions à 1 degré, et avec l'astronomie moderne au sol, on arrivait à donc 0,1 arc seconde de précision pour ce qui correspond à voir un homme à une distance de 4000 km. Et ensuite, on est passé en observation spatiale avec la mission Hipparcos, le prédécesseur de Gaïa, qui, lui, avait la précision qui correspondait à distinguer un homme sur la Lune. Donc, c'est 1 milli-arc seconde. Et avec Gaïa, ce qu'on va réussir à distinguer en précision équivalente, c'est une pièce de 1 euro qui serait placée sur la Lune. Et donc là, on parle de 10 micro-arcs secondes. Donc ça, c'est la précision qu'on attend sur la fin de la mission. Donc la mission Gaïa, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne qui a été lancée fin 2013. Et elle était prévue pour durer 5 ans. Tout s'est très très bien passé au moment du décollage. Donc on a des réserves de gaz suffisantes pour pratiquement doubler le temps de mission si tout se passe bien. Donc Gaïa est encore en train d'observer. Et donc Gaïa observe en continu environ 2 milliards d'étoiles, avec, sur ces 5 ans de mission nominale, en moyenne 70 observations par source, mais ça dépend beaucoup de la position de l'étoile sur le ciel. Et donc Gaïa observe avec 3 instruments. Donc le cœur, ce qui fait vraiment la spécificité de Gaïa, c'est l'instrument astrométrique. Donc celui qui mesure la position des étoiles sur le ciel. Donc position, mouvement propre, parallaxe. Ça, c'est vraiment le cœur de la mission. Mais pour pouvoir avoir cette astrométrie, il nous faut aussi de la photométrie, simplement parce que l'instrument a une réponse chromatique, donc il faut connaître la couleur des étoiles pour bien corriger des effets instrumentaux. Le gros avantage, c'est qu'aussi d'avoir de la photométrie à bord sur toutes les étoiles, ça va nous apporter beaucoup d'informations sur les propriétés physiques de toutes ces étoiles. Donc on a accès aux couleurs des étoiles, et donc on va pouvoir les classifier. Et on a aussi accès à bord, pour les étoiles les plus brillantes, à de la spectroscopie. Donc là, on prend une toute petite région de longueur d'onde dont on disperse énormément la lumière, et on va pouvoir observer en particulier les raies du triplet du calcium.
Et donc ces raies vont bouger en fonction de si l'étoile s'éloigne ou s'approche de nous par l'effet Doppler. Et donc avec l'astrométrie, on a la vitesse des étoiles sur le plan tangent du ciel. Et avec la spectroscopie, on a la vitesse le long de la ligne de visée. Donc avec les deux instruments ensemble, on a vraiment la vision en 6 dimensions, position, vitesse des étoiles sur le ciel. Et donc Gaïa observe dans le domaine visible. Et donc la photométrie, quand je vous disais qu'on a la couleur, on a la couleur dispersée en fonction de la longueur d'onde sur le domaine visible. Et donc voilà le plan focal de Gaïa. Donc sur cette image, les étoiles arrivent de la gauche et vont vers la droite. Elles sont détectées. Ensuite, elles passent dans l'instrument astrométrique, puis photométrique, et enfin pour les plus brillantes seulement dans la partie spectroscopique. Et donc un des gros avantages aussi, c'est que toutes ces mesures sont faites en simultané, ce qui est très important pour les étoiles variables, par exemple. Et voilà le satellite. Donc l'instrument que je vous ai montré avant est à l'intérieur de la petite coque noire. Sa jolie jupe, c'est son bouclier thermique qui a des panneaux solaires derrière pour l'alimenter. Et donc il pèse environ 2 tonnes. Donc on a envoyé l'équivalent d'un éléphant dans l'espace pour cette mission, qu'on a envoyé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc ce qu'on appelle le point de Lagrange L2, qui est un point d'équilibre du système Terre-Soleil. Il est à côté de JWST qui l'a rejoint il n'y a pas longtemps. Et donc, il nous envoie des données en permanence. 500 millions de mesures nous arrivent par jour. Et ça, évidemment, c'est rien de directement utilisable par un astronome. Et donc, il y a tout un consortium qui s'est mis en place pour traiter ces données, qui s'appelle le DEPAC, et qui regroupe environ 450 scientifiques et ingénieurs, répartis dans 160 instituts, 24 pays, 6 centres de traitement de données, dont celui du CNES en France. Et donc sur la carte d'Europe, vous avez les nombres de participants par pays. En 2013, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Mais donc ça fait depuis plus de 20 ans qu'on travaille sur cette mission. Et donc ces chiffres-là sont à peu près constants. Mais donc vous pouvez imaginer les gens qui partent, qui arrivent, etc. Donc au final, ça fait beaucoup, beaucoup de monde qui ont travaillé sur cette mission. Et donc, au niveau du temps, c'est évidemment un très long trajet. La proposition pour cette mission a été faite alors que la mission Hipparcos était encore en train de travailler. Simplement parce que la technologie des CCD est arrivée, on s'est dit, mais du coup, on peut faire beaucoup mieux. Et donc, il y a eu l'étude de concept, la définition de la mission, la sélection de l'industriel, le lancement. Et en parallèle, au niveau du processing des données, les études sur comment on allait pouvoir faire pour réduire ces données, les optimisations qu'on pouvait faire, développement de logiciels. Et voilà, maintenant, on est en mode ce qu'on appelle production, de réduire les données et de les fournir à la communauté. Donc, ce que vous ne voyez pas en dessous, ce qui est dommage, c'est les différents petits catalogues de données. Donc là, on en est à ce qu'on appelle la DR3. Donc, c'est la 3e release des données qu'on sort. Il va encore y en avoir 2 autres. Donc, ce qu'on appelle la DR4, qui, elle, va être ce qu'on avait prévu pour la mission nominale, et la DR5, qui va être avec l'ensemble des données qu'on aura pu collecter sur l'ensemble de la vie de la mission. Et donc, ces données-là, elles arriveront fin 2025 et fin 2030. Donc, on a encore pour beaucoup de temps, juste pour vous donner le catalogue final, et après vous pourrez imaginer le temps qu'il faudra pour analyser toutes ces données, et du coup pour avoir vraiment les résultats finaux, ce que Gaïa aura apporté sur nos connaissances de la Voie lactée. Il va falloir encore être très patient, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de travail. Et donc le cas scientifique de Gaïa est un cas scientifique très large. Donc, le cœur de la mission, c'est autour de la structure galactique, mais il y a aussi évidemment la physique stellaire, les systèmes stellaires, avec dedans évidemment les exoplanètes, mais il y a aussi les systèmes, les objets du système solaire, parce que tout ce qui passe dans le plan focal de Gaïa est détecté, est observé. Donc, ça inclut les objets du système solaire, ça inclut galaxies et quasars, tant qu'ils sont suffisamment ponctuels pour être détectés par l'algorithme. Et donc, Gaïa va aussi apporter des choses sur les systèmes de référence.
mais aussi sur la physique fondamentale. Par exemple, il y a des expériences qui vont être faites sur la déviation de la lumière d'une étoile quand on passe sur la ligne de visée de Jupiter. Mais donc là, je vais me concentrer aujourd'hui sur ce que Gaïa nous apporte sur notre connaissance de la Voie lactée. Donc ça, c'est la Voie lactée, donc le ciel, notre ciel, vu par la mission Gaïa. Donc là, on est dans le plan galactique. Donc vous voyez au centre, la surdensité lumineuse, c'est le bulbe galactique. Tout ce qui est noir ici, c'est donc des surdensités de poussière. Donc ça, c'est principalement de la poussière qui est relativement proche de nous et qui obscurcit notre vision, qui nous empêche d'aller plus loin. Donc il y en a beaucoup vers le centre galactique. Vous voyez aussi les nuages de Magellan et quelques petits points lumineux, des amas globulaires ou des galaxies naines autour de notre Voie lactée. Et donc sur le site internet de Gaïa, vous pouvez voir cette image en grand et zoomer dessus et voir des détails et des détails. Voilà, cette carte là, a été faite avec la luminosité d'1 milliard d'étoiles. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc une des choses qu'on fait, c'est qu'on place ces diagrammes sur ce qu'on appelle le diagramme Hirschsprung-Russell. C'est un diagramme qui montre qui met les étoiles sur la luminosité absolue qu'on a avec Gaïa grâce donc à la luminosité apparente qui mesure et à la distance, donc on a leur luminosité absolue, qu'on met en fonction de la couleur des étoiles. Leur couleur qui est un bon proxy pour leur température de surface. Et donc les étoiles sur ce diagramme ne se placent pas n'importe où. Elles commencent leur vie sur ce qu'on appelle la séquence principale. Moins les étoiles sont massives, plus elles sont rouges et peu lumineuses, et plus les étoiles sont massives, plus elles sont chaudes et brillantes. Et donc elles passent la majorité de leur vie, grande majorité de leur vie, sur cette séquence principale, à brûler leur hydrogène dans leur cœur. Après, elles se mettent à brûler l'hydrogène dans leur enveloppe, et là elles se mettent à gonfler et passent au stade de géante. Une étoile comme le Soleil, notre Soleil, après va expulser son gaz sous forme de nébuleuse planétaire et son cœur va se refroidir pour passer au stade de naine blanche, ici. Donc la position d'une étoile sur ce diagramme dépend principalement donc, de sa masse, de son âge et de sa composition chimique. Donc la composition chimique des étoiles, on peut la voir avec la spectroscopie haute résolution des étoiles au sol, qui vont nous permettre de vraiment détailler les différents atomes et molécules qui sont présents dans l'atmosphère de l'étoile. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus une étoile est massive, plus elle va évoluer rapidement sur ce diagramme. Donc les étoiles vraiment massives dans cette partie bleue ici vont vite partir au stade de géante. Donc si on les voit encore ici, c'est qu'elles sont jeunes. Et donc voici ce fameux diagramme vu par la mission Gaïa, ici, et à droite par son prédécesseur, la mission Hipparcos. Et donc on voit donc cette séquence principale, les étoiles géantes, les étoiles naines, beaucoup de détails sur les naines blanches, qui donne beaucoup de travail en ce moment sur les théoriciens de ce stade d'évolution, qui n'avaient que très peu avec Hipparcos, vous voyez ici, et très peu aussi, surtout le bas des petites naines froides. Donc avec Gaïa, on peut faire ce diagramme avec 4 millions d'étoiles qui vont jusqu'à 2 kg par sec, alors qu'avec Hipparcos, on avait 30 000 étoiles allant jusqu'à seulement 250 par sec. Donc quand on parle du voisinage solaire avec Hipparcos ou quand on parle du voisinage solaire avec Gaïa, on ne parle plus vraiment de la même chose. Et une des remarques que m'avait fait une collègue quand elle avait vu le diagramme HR pour la première fois, elle avait dit je suis toute déçue, je pensais qu'il serait tout fin. Les précisions sont tellement bonnes qu'on s'attendait vraiment à avoir une séquence principale très très fine. Mais en fait, comme on va jusqu'à 2 kg par sec, on voit des étoiles tellement différentes qui viennent de populations stellaires complètement différentes, avec des âges, des compositions chimiques, des histoires de formation complètement différentes. Et donc, ça fait un diagramme HR qui est finalement
très large. Par contre, quand on regarde, par exemple, un amas ouvert ou un amas globulaire, donc des étoiles qui sont nées toutes en même temps, là, on voit une séquence très, très fine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder ce qui se passe quand on sélectionne des populations d'étoiles par leur vitesse. Les étoiles qui ont une petite vitesse, c'est par rapport à nous, c'est des étoiles qui tournent comme nous, autour du centre galactique, tranquillement, suivant la rotation galactique. Donc elles ont une petite vitesse par rapport à nous. Et donc, c'est des étoiles qui sont dans le disque. Donc, il y a beaucoup d'étoiles jeunes dans le disque. Dans le disque, il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup d'étoiles en formation. Et donc, on le voit dans la partie haute de la séquence principale, qui est présente pour les étoiles de petite vitesse, ici. Et puis, plus on augmente la vitesse, plus ces étoiles jeunes disparaissent. Les étoiles de grande vitesse sont des étoiles du halo galactique, qui, elles, tournent un peu dans tous les sens. Elles tournent un peu partout, tout autour du disque de la galaxie. Donc, par rapport à nous, elles ont une grande vitesse. C'est comme ça qu'on arrive à les sélectionner. Et une des surprises du diagramme HR Gaïa, c'était pour le halo de voir qu'il y avait non pas une séquence principale, mais deux. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, là, mais il y a deux séquences distinctes qui ont une queue aussi au niveau des naines froides différentes. Et donc ça a été une surprise qu'on allait regarder en détail. On allait regarder la composition chimique avec de la spectroscopie haute résolution au sol, en étudiant leurs cinématiques détaillées, et en allant comparer ça avec des modèles. Et donc, on a conclu que la séquence la plus à gauche, celle qui est la plus pauvre en métaux, en fait, c'est une galaxie naine qu'on a appelée Gaïa Enceladus, qui a fusionné avec notre galaxie il y a à peu près 10 milliards d'années. À cette époque-là, elle faisait à peu près un quart de la taille de notre Voie lactée. Et donc, en fusionnant, elle est restée dans le halo galactique, et elle reste avec une signature, donc sa signature chimique, ça bien sûr qu'elle ne perd pas, mais encore aussi avec une signature cinématique dans la Voie lactée. Et donc, c'est a priori la dernière grande fusion galactique qu'il y a eu, et qui a donné la forme de la Voie lactée telle qu'on la voit actuellement. En particulier, on a donc un disque mince, mais on a aussi ce qu'on appelle un disque épais, dont l'origine a été débattue très longuement jusqu'à l'arrivée des données Gaïa. Et donc on sait maintenant que ce disque épais, c'est le produit du disque qu'il y avait avant la collision avec Gaïa Enceladus, et que cette collision a épaissi le disque primordial pour donner ce disque épais. Et après, la suite de la formation galactique a continué avec le gaz qui s'est mis dans le disque mince et qui a continué à faire de la formation d'étoiles au fur et à mesure du temps. Donc, cette collision avec Gaïa Enceladus nous a permis de comprendre deux populations très importantes de la Voie lactée, le halo et le disque mince. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup de recherches, de travail pour reconstruire l'histoire des différentes fusions qu'il y a pu y avoir au cours du temps entre notre Voie lactée et d'autres petites ou moins petites galaxies qui ont donc eu un impact plus ou moins grand sur son histoire, mais qui ont toutes laissé avec elles un cortège d'amas globulaires qu'elles ont laissé au fur et à mesure qu'elles se sont dissolues dans le halo de la Voie lactée. Et donc, on estime maintenant qu'il y a à peu près la moitié des amas globulaires que l'on peut voir qui sont d'origine galactique et d'autres qui sont d'origine extragalactique, donc qui sont issus de ces fusions. Et donc, Gaïa Enceladus serait la dernière grosse fusion donc, qui aurait formé notre Voie lactée. Donc, il y en a plusieurs autres grosses qui ont été identifiées pour l'instant. Et donc, cette reconstruction comme ça de l'histoire des fusions galactiques, de l'histoire, on appelle ça de l'archéologie galactique. Donc on va aller chercher en particulier les abondances détaillées des étoiles pour essayer de comprendre qui a été formé en même temps que qui et d'où elles viennent, etc. Sur ce graphique, vous pouvez voir qu'il y a une fusion après Gaïa Enceladus qui est avec la galaxie du Sagittaire. Donc ça, c'est une fusion qui a commencé il y a à peu près 7 milliards d'années et qui est encore en cours. Donc, c'est une fusion qui a été détectée dans les années 97
et qu'on peut voir maintenant dans les données Gaïa un peu comme le nez au milieu de la figure, comme sur cette image ici. Donc c'est une image de la métallicité d'étoiles variables RR Lyrae, qui sont plutôt des étoiles relativement âgées en moyenne, mais les plus riches sont situées dans le plan galactique. Et vous voyez une traînée ici de pauvres en métaux. Elles appartiennent, celles-ci, à la galaxie naine du Sagittaire. Vous voyez aussi les nuages de Magellan, qui sont des galaxies naines qui sont en train d'arriver dans la Voie lactée, qui sont à leur premier passage, et qui vont bientôt subir le même sort, d'être disloqués et mangés, avalés dans le halo galactique. Et donc des galaxies comme ça qui se font avaler, donc il y en a en fait beaucoup, et on essaie de les retrouver dans les données Gaïa. Donc on essaie de retrouver ces courants d'étoiles dans le halo. Et donc là, c'est une illustration des différents courants d'étoiles qui ont été détectés par leur mouvement propre. En fait, quand les galaxies naines sont en train, au tout début, d'être avalées par la Voie lactée, elles font des courants d'étoiles qui peuvent se voir juste en surdensité d'étoiles sur le ciel. Le Sloan Digital Sky Survey en a détecté beaucoup au sol, comme ça, par leur surdensité. Mais quand elles commencent à se faire bien avaler par la Voie lactée, donc plus le temps passe, plus leur cohérence spatiale se perd. Mais par contre, leur cohérence dans la cinématique reste, elle, beaucoup plus longtemps. Donc on arrive à voir, comme ça, en observant des étoiles qui ont la même cinématique, des étoiles donc, qui ont une origine commune. Et on arrive à reconstruire ces courants d'étoiles. Après, vraiment beaucoup de temps après, cette cohérence cinématique se perd, elle aussi. Et là, il faut vraiment aller regarder la chimie détaillée des étoiles pour aller retrouver lesquelles sont nées en même temps dans le même nuage de gaz primordial. Et donc des galaxies naines, il y en a beaucoup en ce moment autour de nous, autour de la Voie lactée. Et Gaïa arrive à mesurer aussi le mouvement propre des étoiles de ces galaxies. Et donc on arrive à retracer l'orbite de ces galaxies naines autour de la Voie lactée. Donc là, c'est une illustration de ces orbites de ces galaxies naines autour de la Voie lactée. Mais une des découvertes récentes des données Gaïa, c'est que en fait, ces orbites, elles sont un peu particulières. Et donc, en fait, il semblerait que la majorité des galaxies naines ne soient pas en train de tourner, comme sur cette illustration, autour de la Voie lactée depuis longtemps, mais soient en fait en train d'arriver dans le voisinage de notre Voie lactée. Et ça, si c'est confirmé, ça change beaucoup de choses. Parce que ces galaxies naines ont une très très grande dispersion en vitesse, qu'on n'arrive pas à expliquer juste par la matière visible qu'il y a à l'intérieur de ces galaxies naines. Et donc, on suppose qu'elles sont dominées par cette fameuse matière noire qu'il faut rajouter pour expliquer la cinématique d'un certain nombre de choses, dont la cinématique de ces galaxies naines. Mais si elles sont à l'équilibre, en train de tourner depuis longtemps autour de la Voie lactée. Mais si elles sont en train d'arriver dans le potentiel galactique, elles sont en train de subir des forces de marée qui, à elles seules, pourraient expliquer leur grande dispersion des vitesses. Et donc on n'aurait plus besoin de matière noire pour expliquer la grande dispersion des vitesses qu'on voit dans les galaxies naines. Donc ça, c'est un sujet qui fait beaucoup débat en ce moment. Et que si on va encore plus loin, on sait qu'il y a la galaxie d'Andromède, donc l'autre galaxie à peu près de taille équivalente à la nôtre, qui est en train de venir vers nous. Et donc, en étudiant les mouvements propres de cette galaxie, on peut estimer que dans à peu près 5 milliards d'années, les deux galaxies vont rentrer en collision l'une avec l'autre. Donc une histoire, une perspective très, très perturbée, évidemment, pour notre Voie lactée. Mais là, je vous ai emmené un petit peu loin. Je voudrais revenir aux questions qu'on se posait au départ. C'est à quoi pourrait ressembler la Voie lactée si on pouvait la voir de l'extérieur, et c'est de répondre nos premières questions.
Donc déjà, le disque de notre galaxie, ça on le savait déjà avant Gaïa, il n'est pas plat, il a ce qu'on appelle un warp, donc un gauchissement, il a une forme de chips. Et avec Gaïa, on arrive à voir la cinématique de ce gauchissement, et donc on voit qu'il précesse avec une vitesse qui n'est pas constante. Et donc avec des modèles de tout ça, on arrive au fait qu'il est très probable que ce gauchissement soit dû à une collision récente ou en cours avec une petite galaxie. Et là, notre suspect favori, c'est la galaxie naine du Sagittaire, vu qu'on sait que c'est une collision en cours qui a commencé il y a à peu près 7 milliards d'années. Si on regarde toujours dans les parties externes, mais cette fois-ci donc on est dans le plan, on regarde les étoiles jeunes, le centre galactique est vers la droite, et on voit que vers les parties externes, il y a un épaississement. Donc cet épaississement aussi est bien connu, mais en fait dans les parties externes du disque galactique, il se passe beaucoup de choses. Donc il y a cet épaississement qui est aussi potentiellement dû à des collisions avec des galaxies. Il y a des tonnes de restes aussi de courants d'accrétion qu'on peut voir dans ces parties-là, et donc beaucoup de travail en ce moment sur les galaxies, sur les parties externes. Donc là, vous voyez les étoiles jeunes qui sont coloriées en fonction de leur métallicité. Plus les étoiles sont pauvres en métaux, plus elles sont bleues, plus elles sont riches vers le centre galactique, plus elles sont fortes. La métallicité est forte. Donc ça, c'est juste dû au fait que les étoiles, quand elles meurent, elles éjectent leur production de gaz dans le milieu interstellaire, qu'elles ont donc enrichi avec tous les métaux qu'elles ont produits. Donc les nouvelles générations d'étoiles sont de plus en plus riches. Et donc ces enrichissements sont beaucoup plus grands dans les régions du centre galactique où il y a encore beaucoup de formations stellaires qui se passent. Maintenant, si on regarde la structure spirale, donc on sait quand on regarde les galaxies extérieures qu'on voit les structures spirales dans la poussière. Donc la poussière trace bien les bras spiraux, les étoiles jeunes. Et donc on essaie avec les données Gaïa aussi d'aller chercher ces indicateurs-là. Donc la carte que je vous présente ici, c'est une carte de la poussière interstellaire avec toujours le centre galactique vers la droite. Et donc là, c'est une échelle qui va de -3 à 3 kPa avec le Soleil centré à 0. Les contours en noir, c'est les contours de complétude de la carte, c'est-à-dire qu'au-delà de ces distances, on n'a pas assez d'étoiles pour avoir confiance dans la carte. On sait qu'il nous manque de la poussière. Et le trait pointillé, c'est un cercle de rayon de 10 kPa autour du centre galactique qui va être aussi utilisé dans les graphiques suivants pour vous donner un repère. Et donc pour avoir cette poussière interstellaire, ce qu'on fait, c'est que on regarde la poussière qu'il y a devant chaque étoile. Donc la poussière devant chaque étoile, ça obscurcit la lumière de l'étoile et ça la rougit. Donc on arrive à estimer, en regardant différentes longueurs d'onde, la poussière qu'il y a devant une étoile. Et on fait ça avec les différentes étoiles qu'on a le long de la ligne de visée. Et par un mécanisme d'inversion, on arrive du coup à dire donc il y a un nuage qui a été entre ces deux étoiles-là, puis un autre entre ces deux étoiles-là, etc. Donc par un mécanisme d'inversion comme ça, on arrive à retomber sur la quantité de poussière donc, qui trace le gaz du milieu interstellaire. Et donc là, ce qu'on observe sur cette carte, c'est donc qu'on est, comme on le disait, à proximité d'un bras spiral qui s'appelle donc le bras local ou le bras d'Orion. Mais une des choses qu'on a découvert, c'est qu'il y a une autre structure qu'on appelle le split qui est à côté, qui semble parallèle. Alors elle, à quoi est-ce qu'elle est reliée? On ne sait pas. Là, le bras du Sagittaire. Là, le bras de Persée dont on voit un petit bout, mais c'est bien parce qu'on sait qu'il est là. Et le bras local, après, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il continue comme ça? Est-ce qu'il va en bas, comme ça? Moi, surtout, dans cette carte, moi, au lieu de voir des bras spiraux, je vois surtout plein de trous. Et donc, bon, on sait qu'on est encore trop proche.
on est encore trop sur notre voisinage solaire. Il y a trop de trous dans le milieu interstellaire, et donc on n'arrive pas à connecter vraiment ce qui est censé aller ensemble au niveau des bras spiraux. Si on avait vraiment une structure vue de loin, on arriverait à reconnecter tout ça, mais là on est vraiment trop le nez dans le cambouis. Et donc on regarde aussi les étoiles jeunes. Alors dans les étoiles jeunes, est-ce qu'on arrive à être un peu plus convaincu, je ne sais pas, qu'il y a les bras de Persée ici, le bras local, le bras d'Orion qui ferait ça, et le bras du Sagittaire qui ferait ça ici. Donc là on a fait un zoom arrière. Le cercle de tout à l'heure qui était à 10 kiloparsecs est ici. Là on a un cercle de 5 kiloparsecs. Mais donc, dans les étoiles jeunes, la structure semble être un peu plus claire, mais avec des différences assez notables dans la poussière qui sont encore à comprendre. Et donc, le troisième indicateur qu'on va chercher, c'est évidemment la cinématique. Parce que si les bras spiraux sont là, c'est bien parce qu'il y a des contraintes dynamiques qui les créent. Et donc, ça, c'est une image de la vitesse radiale, donc c'est la vitesse qu'il y a quand on regarde du centre galactique vers l'étoile. Et à l'intérieur, ici, des 5 premiers kiloparsecs, il y a la barre galactique. Donc là, c'est la barre galactique, donc c'est une barre. Et les étoiles tournent, cette fois-ci, à l'intérieur de la barre galactique. Donc elles ont un mouvement comme ça qui les fait aller comme ceci, comme cela. Voilà. Et donc il fait cette forme très, très spécifique, alors que sur le reste de la galaxie, les étoiles tournent tranquillement en rond, comme le Soleil. Mais on voit aussi plein de petites sous-structures ici, qui sont très certainement liées donc, à des corrotations ou des résonances liées à la barre galactique et aux bras spiraux. Donc un des gros travaux en cours, c'est d'essayer de démêler ces structures cinématiques, lesquelles sont liées aux bras spiraux, à des résonances liées à la barre, etc., etc. Et donc là, les dynamiciens sont au travail. Et donc voilà un exemple de résultat qui est sorti, où ils mettent les 4 bras spiraux ici sur les points avec des barres d'erreur que vous voyez superposés sur 2 simulations très différentes de la Voie lactée. Donc ça, c'est des zooms, et là, c'est une vision agrandie. Donc vous voyez que si on met que la partie cinématique, on peut sûrement réussir à savoir où sont les bras spiraux, mais par contre, ça ne nous dit pas encore exactement quel type de Voie lactée ça peut être. On a encore, sur ces 2 images qui correspondent bien à la structure cinématique qui a été observée, des Voies lactées concrètement qui sont très différentes. Mais vous voyez, dans cette simulation, on a bien des effets très très particuliers au niveau des bras spiraux, avec des endroits où ça se coupe, où il y a des endroits où il y a des trous, des surdensités, des sous-densités, etc., etc. Donc on comprend le bazar que l'on peut voir quand on regarde vraiment les choses très locales, comme on le voyait dans la carte d'extinction. Mais donc dans ce disque galactique, il y a beaucoup de mouvements. Donc des étoiles naissent, et elles naissent très souvent en groupe, dans ce qu'on appelle les amas ouverts. Donc les amas ouverts, toutes les étoiles naissent ensemble, mais après elles vont se disloquer dans le disque galactique. Et là, c'est un exemple d'une simulation qui a été faite pour l'amas le plus proche du Soleil, qui est l'amas d'Hésiade. Dans les données Gaïa, on voit le cœur de l'amas, certes, mais on voit aussi toutes les étoiles qui sont en train de s'en échapper et de petit à petit aller nourrir l'ensemble du disque mince. Et une des découvertes très récentes, là, ces dernières semaines, ça a été de dire, mais il y a quelque chose de bizarre dans la traînée de l'amas d'Hésiade et d'autres amas ouverts, c'est qu'il y a plus d'étoiles qui sont dans la direction de mouvement de l'amas. Il y en a plus d'étoiles dans cette direction-là que derrière. Or, d'après la théorie de Newton, il devrait y en avoir autant d'un côté que de l'autre, ce qui était le cas dans le modèle que je vous ai montré juste avant.
Et donc, il y a des travaux qui viennent de sortir et qui me disent, mais ça pourrait s'expliquer avec la théorie de monde, donc Modified Newton Dynamics, donc qui est une alternative pour les faibles accélérations à la théorie de Newton. Donc encore beaucoup de travail devant les théoriciens. Et toujours sur les problèmes de dynamique galactique, voici la courbe de rotation de la Voie lactée. Donc le centre galactique est à gauche, la périphérie est à droite, donc là on est ici à 25 kPa. Et donc on confirme que la courbe de rotation de la Voie lactée diminue très faiblement. Or, normalement, d'après la théorie de Newton et la quantité de matière que l'on peut mesurer dans les périphéries galactiques, qui diminue évidemment plus on s'éloigne du centre galactique, cette courbe de rotation devrait baisser comme sur la courbe grise. Donc, pour expliquer la courbe de rotation ici, on est obligé de rajouter cette fameuse matière noire, encore ici. Mais donc, les études de la cinématique des parties externes de la Voie lactée, c'est comme d'habitude, ça suppose que la Voie lactée est à l'équilibre. Mais est-elle vraiment à l'équilibre? La réponse est bien sûr non. Ici, vous avez une présentation des surdensités au niveau de ce qu'on appelle le halo externe, c'est-à-dire relativement loin du centre galactique. Donc là, on est entre 60 et 100 kPa et on voit des surdensités d'étoiles à ces endroits-là qui peuvent très bien s'expliquer par des modèles où on fait intervenir les nuages de Magellan. Donc les nuages de Magellan seraient en train de perturber tout le halo externe de notre galaxie. Ce qui fait que tous les travaux qui sont basés sur l'étude de la cinématique, par exemple des amas globulaires, doivent tous être revus en prenant en compte l'influence dynamique des nuages de Magellan. Donc là encore, beaucoup de travail là-dessus. Et au niveau du disque lui-même de la Voie lactée, on a pu voir au niveau du voisinage solaire une signature très particulière, une signature en forme de spirale, ici, dans les données, dans l'espace des vitesses, en fonction de la hauteur au centre galactique. Et donc, cette spirale-là, on peut l'expliquer si c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on aurait si, par exemple, on lançait un caillou dans de l'eau, ça fait des ondes, et la vitesse du coup de l'eau fait ce genre de spirale dans les vitesses. Et donc au niveau des modèles, on a le même phénomène si on a une galaxie naine qui vient rencontrer le plan de la galaxie, ça donne ce même genre d'effet dans les simulations. Donc là encore, notre suspect principal, c'est la galaxie naine du Sagittaire qui est en collision avec nous. Et donc on suppose que ces perturbations que l'on voit dans les vitesses sont dues au passage de la galaxie naine du Sagittaire. Donc on sait que les régions, en particulier les régions du coup les plus externes, si on envoie la signature déjà au niveau du voisinage solaire, sont extrêmement perturbées par toutes ces rencontres qui affectent l'histoire de la Voie lactée. Mais il y a encore un autre, la galaxie naine du Sagittaire est un autre suspect pour autre chose. C'est là, vous avez sur la droite, le graphique de droite, le taux de formation d'étoiles en fonction du temps. Et donc ça, c'est fait par une étude statistique du diagramme HR que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on essaie de voir statistiquement l'âge des étoiles et donc de reconstruire le taux de formation d'étoiles que vous voyez ici, avec trois grands pics. Et ce que vous avez à gauche, c'est une simulation des passages de la galaxie naine du Sagittaire autour de la Voie lactée. Et donc, d'après cette simulation, les temps de passage, les pics de formation d'étoiles seraient reliés au moment où la galaxie naine du Sagittaire a croisé le plan de la galaxie au niveau des voisinages solaires.
Et donc il y a un pic de formation ici qui est à peu près il y a 5 milliards d'années, ce qui est à peu près l'âge de notre Soleil. D'où la question, est-ce que notre système solaire serait lié au passage de la galaxie du Sagittaire dans notre passage? Donc voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon des grands points que Gaïa est en train de découvrir, ou en tout cas d'ouvrir aussi. Donc des choses qui sont confirmées maintenant parce qu'on les voit comme le nez au milieu de la figure, des choses qui dans les années 90, il fallait aller chercher, essayer de comprendre avec des modèles, etc. Maintenant on les voit comme le nez au milieu de la figure sur les données Gaïa. Et voilà, en allant regarder les choses plus en détail, il y a beaucoup de choses qui étaient qui sont remises en question, des questions d'équilibre global de la Voie lactée. Et donc plein d'autres questions, je suis sûre, qui vont arriver au cours de ces 10-20 prochaines années. Merci.